Donc, les gars, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les vidéos que moi j'ai fait, les choses qui sont sorties chez Festool ici tout récemment, mais il y a quand même pas mal de nouveautés qui arrivent. Alors, on a des nouvelles visseuses. Donc, pour ceux qui est familier de Festool vraiment plus particulièrement. Toi, un peu plus? Ouais, Pierre, je sais. Donc, en fait, et pour ceux qui ne savent pas, on a dans la gamme Festool, on a une grosse visseuse puissante. On a des visseuses, on va dire, standards qui sont dans la gamme déjà depuis assez longtemps. Et puis, on a des toutes petites qui sont les seules sur une autre plateforme autre que 18 volts, qui sont les TXS et CXS, qui sont des visseuses appréciées par les monteurs et les gens qui font du travail de finition ou dans des endroits difficiles d'accès, parce que c'est vraiment très compact. Par contre, certains râlent parce que c'est la seule famille de produits Festool qui n'est pas en batterie 18 volts, mais avec un autre format en 10,6 ou 10,8, quelque chose comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris ce format-là, ils l'ont modernisé, donc on a remis des moteurs brushless dessus notamment, et on l'a passé en plateforme 18 volts. Donc on a l'avantage de l'ultra compact, mais avec la plateforme 18 volts quand même, et ça donne donc ces deux machines-là. La TXS 18, ici, donc on voit qu'elle est, si on enlève tout, c'est vraiment une très petite machine. Donc on a cette compacité, mais on a quand même la puissance du brushless associée au 18 volts. Et alors ça redonne aussi un petit peu ses lettres de noblesse à la petite batterie compacte 3,1, qui maintenant avec les nouvelles machines, plus ça va, plus on a besoin de puissance. Ici, vu que ce sont des petits moteurs, la 3,1 ampères, aussi avec sa compacité, sa légèreté, donne tout son intérêt, quoi. Donc on a la TXS. Alors chez nous, le T, c'est parce que on a la forme T, puis on a la forme spécifique à Festool avec la poignée qui est en arrière et l'espèce de cache qui est devant. Ça, c'est la forme C, donc elle existe aussi en forme C, qu'on a là. Voilà, les deux nouveaux petits joujoux. Et l'avantage du système C par rapport au T? Ah, ça c'est la grande question. Ouais. Donc, l'avantage ou l'inconvénient. C'est une question d'affinité. Exactement. Pierre a complètement raison, c'est purement une question d'affinité. Ce qui s'est passé au départ, il y a des années, c'est que les moteurs et les batteries étaient beaucoup plus grossiers, beaucoup plus lourds. Et pour équilibrer la machine, ils avaient eu l'idée de mettre le moteur en partie arrière et la batterie qui se glissait ici. La batterie qui se glissait ici devant et qui équilibrait la machine. Maintenant, ça n'a plus lieu parce que tout est devenu plus léger, etc. Mais par contre, beaucoup d'utilisateurs Festool ont gardé le goût, si tu veux, pour cette forme particulière et aiment bien cette forme. Et donc, ils ont gardé cette forme-là dans la gamme. Parce que je me dis, en montage, ça n'a pas besoin d'avoir une protection quand même. C'est pas vraiment une protection. En fait, la grosse différence, ça va être qu'en forme T, vous prenez la machine comme ceci, et la poignée est plus ou moins au milieu du corps, donc on a une machine qui est équilibrée. Ici, on a une machine qui... L'ergonomie est un peu différente, puisque en fait, quand vous mettez votre main comme ça, vous êtes vraiment dans le prolongement mandrin, moteur, poignet, et quand on travaille par exemple à cette hauteur-là, il y a un espèce de confort du fait d'avoir la main qui est dans le prolongement. Oui, on voit mieux son travail. Mais il y a des gens qui n'aiment pas, Moi, personnellement, je suis assez fan de cette forme-là, sauf pour l'ultra compact, que je trouve assez intéressant, qu'on peut prendre un peu dans n'importe quelle façon, et ça marche, quoi. Donc, ce produit-là, c'est donc une protection auditive, et j'insiste bien sur le terme protection auditive, parce que ce ne sont pas donc juste des écouteurs hi-fi, quoi. Donc, au niveau de la qualité d'écoute, moi je les ai testés, on a une bonne qualité d'écoute, mais la recherche n'a pas été de retransmettre parfaitement les fréquences au niveau musical, par exemple. Par contre, c'est une vraie protection auditive, c'est-à-dire qu'on a un noise cancelling, donc un système électronique qui va réduire le son, mais on a aussi un système passif. C'est-à-dire que si... S'il n'y a pas de batterie, il commence à sortir du noise. Tu vois, lui, il aurait mis ça dans une réduction de bruit électronique, Benoît. Voilà. Par le belge. Donc, grosso modo, tu as une fréquence, tu as un bruit qui arrive dans ton oreille, et en fait, le système produit la fréquence inverse, ce qui fait que ça l'annule, en fait. Et non seulement, parce que moi, j'étais un peu dubitatif de ça au début, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait, non sellement ça l'annule au niveau de ce que tu entends, mais ça annule l'effet dévastateur aussi. Parce qu'en fait, le son, ce sont des fréquences qui font ça, mais en fait,
ça se déplace comme ça et ça vient frapper ton tympan, quoi. Mais quand tu produis une fréquence inverse, au niveau de l'oreille, ben, ça contre et donc ça amortit. Alors, je ne vais pas faire des explications médicales, mais ça fonctionne. Et donc, si tu veux, il y a aussi l'amortissement du bruit, moins X décibels d'office. Ouais, alors les gars, en fait, il y a le système électronique. Le problème, c'est que pour être certifié protection auditive à un certain niveau avec certaines normes, il faut que, même si les batteries sont plates, ça fonctionne encore. Et donc, quand je dis passif, ça veut dire que même si quand tu as ça dans les oreilles et que la batterie est plate, ça fonctionne quand même encore. Et c'est notamment grâce à ces petits bouchons-là. Donc, en fait, si tu prends l'écouteur, il y a une petite... Ben là, il y en a un dessus. Tu as une petite tige en métal, tu vois. Et tu dois choisir parmi tous ces bouchons-là. Alors ça, c'est pour ceux qui ont des oreilles... fameuse, hein, mais bon, il y a tout dans la nature, voilà. C'est quand tu vides les sacs, d'aspi, tu mets ça dans le nez, et hop, et t'entends la musique qui résonne à travers, parce que, non mais c'est conducteur, tout le monde le sait que les oreilles c'est conducteur. Attention, parce qu'on va faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, le principe c'est qu'on va choisir c'est-à-dire la couleur, c'est que le jour... Ça correspond à une taille. Voilà, ça correspond à une taille, et puis la couleur, c'est que si un jour tu les recommandes, tu peux donner le code couleur. Moi je mets des bleus. Et éventuellement, tu as aussi un bouchon en silicone comme ça. Mais moi, je les trouve beaucoup moins confortables, ceux-là. Et ceux-là ne garantissent pas parce qu'en fait, c'est le fait qu'il y ait une mousse à mémoire de forme que tu vas écraser, mettre dans ton oreille, qui va gonfler et qui va prendre la forme de ton oreille du conduit interne, quoi. Donc voilà pourquoi on a une protection passive et active. C'est ça, parce que ces bouchons-là, par exemple, c'est exactement les bouchons qu'on avait à l'armée. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ceux que tu roules et tu mets Non, mais ceux qui disent qu'ils ne sont pas très confortables et efficaces, je peux te dire que c'est efficace. Ouais. C'est efficace, mais les autres le sont encore plus. Oui. Si tu prends le bon diamètre, voilà, et qu'ils prennent la forme. Là, malheureusement, c'était à l'échelle. De quoi? En série, donc ils les donnaient tous. La batterie ou il y a 13 heures d'autonomie. Ah, les vrais moulés, mais non, c'est Donc les gars, le coup de pompe silicone. encore 2-3 petits mots sur le fonctionnement, parce que donc vous avez compris comment ça va. Il y a les lancers en couleur, là. Il y a un appairage ou un truc comme ça, je suppose. Ouais, donc en fait tu as un petit boîtier, un peu comme le système des AirPods Apple. Donc on charge pas ça, mais on charge le boîtier. Il y a un câble qui est fourni dedans aussi, un câble USB. Tu mets ça dedans, ici c'est magnétique, donc ça reste en position dedans. Tu as le niveau de charge du boîtier qui est indiqué ici, tu vois. Tu as 4 petites lumières, donc là il y en a 3, donc c'est encore assez plein. Tu connais un peu l'autonomie ou pas du tout? Alors l'autonomie des écouteurs c'est 13 heures, on a jusqu'à 13 heures. Le soir tu les poses dans et le nombre de fois qu'on peut charger avec ça, je ne sais plus par cœur, mais c'est un fonctionnement avec du son. Ouais. Ah oui, et la boîte fait chargeur. La boîte fait chargeur, c'est ça. Donc le soir, tu as fini ta journée, tu les tapes là-dedans, tu fermes, ça charge, et le lendemain matin, tu les reprends. Et puis tu surveilles juste de temps en temps le niveau de charge du boîtier, et une fois que tu arrives au dernier, tu recharges le boîtier. Parce que tu as le boîtier, tu es sur chantier à l'extérieur, tu dis, ah mec, ils vont moins bien. Entre midi et tu deux, n'as pas besoin de prise pour te les recharger, quoi. Et alors, tu as différentes fonctions. Donc c'est tactile, donc tu les mets dans tes oreilles. Ce qui se passe, c'est que donc ça réduit le bruit, mais ça réduit tellement le bruit que si tu veux parler avec quelqu'un, il faut qu'il y ait un système, parce que sinon il faudrait les enlever. Alors pour éviter ça, tu as un système avec un micro intégré. Donc quand tu appuies sur l'oreillette gauche, une fois avec ton doigt, le micro se met en route, et en fait il y a un micro qui capte le son extérieur et qui te le renvoie dans les oreilles. Donc tu es en train de me parler. J'ai déjà essayé, ceux qui connaissent ce genre de casque, c'est assez bluffant. Donc tu as ça, tu as la fonction pour écouter la musique et tu peux faire pause et lecture, côté droit. Et si tu fais un appui long, tu peux aussi décrocher un appel de ton téléphone. Donc voilà grosso modo comment ça fonctionne. Bon, on passe à la suite. Je vais sortir. Donc, 6 sabres ou 6 récipro ou comme vous voulez l'appeler. Sur batterie, 18 volts. Comme vous le voyez, c'est pas un petit format. Donc, dans les 6 sabres, il y a des petites, il y a des moyennes et il y a des grosses. Nous, on est vraiment dans. Vous êtes sur le modèle standard classique. Parce qu'il y a le nouveau modèle, comme ils ont sorti maintenant, en forme de pistolet là. Pas chez Festool, mais les autres marques, ils ont sorti un modèle qui est, au lieu d'être de ce gros format, il est forcément moins puissant s'il est plus petit. Je suis d'accord, mais là c'est sur du gros. C'est une scie de démolition, hein, voilà. on est d'accord. Comme les scies classiques filaires.
Donc, qu'est-ce qu'on a comme particularité dessus? On a 2 vitesses. Donc, évidemment, c'est aussi sensible au niveau de la gâchette. Mais il y a 2 vitesses de base, une vitesse lente, une vitesse rapide. On a un pendulaire, comme sur une scie sauteuse, réglable. Donc, on peut régler l'intensité du pendulaire. On voit vraiment la différence. Vous allez l'essayer de toute façon tout à l'heure, j'imagine. Quand on coupe du bois, c'est vrai qu'avec le pendulaire, ça y va beaucoup plus vite. Par contre, justement, comme on a des scies pour le métal aussi, quand on va couper du métal, là, on va avoir tendance à sauter dessus. Donc, il vaut mieux réduire. Le pendulaire, sur une scie sauteuse, a aussi un rôle de diminuer les éclats. Moi, je le fais en démo quand je fais mes formations. Si tu coupes dans du méla avec pendulaire ou sans pendulaire, tu vas avoir une énorme différence. Parce qu'en fait, tu as la lame qui ressort de sa coupe et qui revient dedans. Et donc, tu as un frottement en moins. Et donc, ça diminue aussi les éclats. Ouais, tu verras, on fera le test. C'est assez remarquable. Alors, je parle des éclats, pas des éclats au-dessus, mais en dessous. Tu verras, on fera le test. Oui, c'est ce que je dis, en dessous. Ouais. Mais à partir du moment où tu augmentes trop le pendulaire, en dessous, tu es piste dans pas d'éclat. Ou au-dessus, c'est ravagé. Donc, vitesse 1, ok. Ou alors, il faut travailler avec des lames inverses. Moi, si tu regardes sur la scie sauteuse là-bas, j'ai des lames inverses. Ouais, qui viennent appuyer. Il y a 3 systèmes. Soit beaucoup de gens coupent à l'envers. Moi, personnellement, je ne me sens pas du tout à l'aise avec ça, mais je suppose que c'est une question d'entraînement. Mais il y a plein de pros qui le font comme ça. Ou alors, il y a des lames inverses, comme dit Benoît. Ou alors, nous, on a encore ce système chez nous d'avoir le petit bout de plastique qui vient dans la semelle et qui fait par éclat. Et ça marche nickel, quoi. Donc, voilà. Mais donc, sur celle-ci, le but du pendulaire, c'est plutôt d'avoir plus d'efficacité. Et vous allez pouvoir le tester. Hein, si on prend un morceau et qu'on coupe à travers, vous allez voir. On a la possibilité de régler je ne sais pas comment on appelle ça. La semelle, si on veut, le guide. Alors, il y a une des choses à laquelle on ne pense pas forcément, mais quand on utilise une scie sabre, on travaille toujours sur la même partie de la lame. Donc, si on fait varier ceci, on va pouvoir utiliser un peu plus l'avant, un peu plus l'arrière. Donc, ça permet de répartir l'usure sur la lame. On a un éclairage LED et on a donc pour monter la lame, je vais le faire en sécurité, je vais enlever la batterie. On glisse simplement la lame dedans et puis on a juste un système rapide pour le décrocher. On a un gros crochet ici, bien costaud, si on veut le mettre sur le barreau de l'échelle ou ce qu'on veut. Et voilà. Et alors après, on a toute une série de lames. On a évidemment, parce que c'est un peu notre métier, le bois quand même, on a des lames pour le bois très efficaces. Ce sont ces lames-là. Celle-là, elle a déjà servi un petit peu. Qui ont une couleur dorée au départ. On a une lame bois, je dirais, un peu jardin. Quand on regarde, c'est une lame plutôt de scie à branches. Et effectivement, cette scie-là, tout le monde n'y pense pas, mais tu veux couper des branches, même déjà d'un bon diamètre, ça va bien, quoi. Et donc là, on a plutôt cette scie-là. On a du bimétal classique pour tout ce qui va être métal. Nous, on l'a testé sur du profil Oméga en 3 mm d'épaisseur, ça coupe super. On a encore, j'ai pas tout pris avec moi, on a une lame pour l'isolant et le carton, avec une denture ondulée. Et puis on a celle-là qui est vraiment la lame, moi j'appelle ça la lame bouffe-tout. Tu prends un morceau de bois comme ça avec des grosses pointes dedans, tu passes à travers le bois, le métal. Alors, si on veut couper du bois, trancher du bois, c'est beaucoup mieux avec ça. Ça fonctionne, mais ça va un peu plus lentement. Les dents sont plus petites, il y a moins de dégagement. Mais par contre, en démolition, ça passe à travers un peu. Ça passe à travers la brique aussi. Maintenant, c'est pas forcément l'idéal, mais ça passe un peu dans le temps. Donc voilà, on pourra tester ça tout à l'heure. Et ah oui, chose qui est, je pense, assez spécifique à Festool, on a aussi un système d'aspiration et qui fonctionne bien. Donc bon, quand on est dehors en train de couper, je sais pas, sur une charpente qui est en train d'être démolie, bon, c'est peut-être pas très important, mais tu peux aussi ouvrir dans une paroi à l'intérieur ou démonter une porte ou des châssis ou des trucs comme ça. T'as moins nettoyage. Donc la toute dernière nouveauté, c'est donc une scie circulaire, une énième scie circulaire, mais avec vraiment quelque chose de tout nouveau. C'est une scie avec un vrai inciseur dessus.
Donc on prend sa scie sur le rail, on met 2 mm en profondeur, on l'avait fait avec Benoît et Johan sur la vidéo où on était ensemble. On fait une pré-incision. Alors il y a toujours l'idée vers l'avant, vers l'arrière. J'en profite pour leur dire aussi, il y a 2 écoles, mais il n'y a aucune différence dans la pratique. Ça marche tout aussi bien en faisant la pré-incision vers l'avant ou vers l'arrière. Par contre, faire la pré-incision vers l'arrière, ça présente un danger, surtout pour nous en tant que formateurs. Si on a des jeunes, je dis toujours des jeunes parce que normalement, quand on a un certain nombre d'années d'expérience avec une scie circulaire, on sait très bien qu'on ne scie pas à l'envers, on sait très bien les dangers que ça représente. Mais un jeune qui est à l'école et vous lui montrez que vous faites une coupe de pré-incision à l'envers, à un moment, lui, peut-être que dans sa tête, dans son exercice, il va se dire « Oh, ben, le mec de chez Festool, il m'a montré qu'on pouvait couper à l'envers avec une scie circulaire. » Puis là, il met profondeur maximum, et puis il va se prendre un kickback de tous les diables. Donc, moi, j'aime pas montrer ça. Et puis, on a fait le test en pratique. En marche avant, ça fonctionne tout aussi bien. Donc, on pré-incise, on revient en arrière, on met la profondeur max, et paf, on fait sa coupe, et ça marche nickel. Mais, de temps en temps, on a quand même un petit éclat qui saute. Alors, je ne sais pas si vous savez pourquoi. C'est simplement parce que même si on a pré-incisé, quand on refait la coupe définitive, ben, on repasse quand même, on vient frotter sur le mélaminé, qui est déjà coupé, d'accord, mais on passe contre, et des fois, ça peut suffire à faire sauter un petit bout vers le haut. Donc, il n'y a pas photo. Si on veut vraiment faire des coupes sans éclat, de façon rapide et systématique, toujours réussie, il faut un vrai inciseur. Et donc, sur cette scie-là, désolé pour l'intro un petit peu longue, mais ça permet de faire un peu la synthèse du truc. Quand on descend pour faire la coupe, vous voyez qu'on a une lame devant ici qui descend d'abord et qui va venir inciser. Donc, l'inciseur, lui, tourne en sens inverse de la lame normale. On a une seule dent au diamant. Et puis derrière, on a la lame de coupe traditionnelle. Alors, évidemment, avec cette scie, on peut couper aussi d'autres choses que du mélaminé, on peut couper du massif, etc. On n'a pas toujours besoin de l'inciseur, donc on peut, avec les commandes, attends, je vais mettre ça comme ça, avec les commandes qui sont ici, on va pouvoir aussi annuler la fonction inciseur. Donc, si j'annule la fonction inciseur, ben là, quand je descends, mettre la coupe plus profond, j'ai l'inciseur qui reste dedans et j'utilise que ma lame de scie. Je peux faire l'inverse aussi. Je mets l'inciseur en route et je bloque avec ce bouton-là ma lame de coupe standard. Donc il y a la lame, une fois qu'elle est sur le rail, ne touche pas la matière et il n'y a que l'inciseur qui va toucher. Alors à quoi ça sert ça, à votre avis? Quoi elle pourrait faire? Descend de combien? L'inciseur descend de quelques dixièmes. Ah oui, donc c'est même pas pour faire une mini réunion. Non, non. Quoi. Le but, c'est que c'est une scie plongeante. Donc on veut faire des coupes plongeantes. Donc si on veut faire une coupe plongeante propre, alors dans le cas d'un évier ou quoi, on s'en fout un peu parce qu'il y a toujours la bordure de l'évier qui vient dessus, mais on pourrait très bien couper dans un panneau, à faire une ouverture, nickel, qui doit être avec un bord fini. Et donc dans ce cas-ci, ben, si par exemple, allez, on va dire que ça c'est ma coupe plongeante, je dis je veux couper de là à là, si je commence ma coupe ici, que tout descend en même temps, je vais inciser. Voilà. Donc là, ça te permet Donc, de faire une incision avant, exact. en même temps de l'arrière. Je me positionne comme il faut, j'incise, j'arrive, quand je vois que je suis aligné avec mon trait ici, hop, je remets ma lame de coupe, je coupe, Et quand tu arrives au bout, je fais l'inverse. Voilà, exactement. Donc peut-être ce n'est pas des trucs qui arriveraient très souvent, parce que comme je dis, quand on fait un encastrement, ben, souvent on a un petit bord qui vient protéger. Mais les éviers de cuisine, etc., c'est vrai, mais tu as les plans. Alors le pire, c'est que les plans de travail en stratifié ont tendance à plus vite éclater que les plans de travail en mélaminé. Et donc, quand tu fais une attaque sur le coin de ton évier, et c'est des éviers un peu modernes avec un côté fin, tu peux avoir un éclat tellement important qui dépasse. que l'évier ne coupe pas. Ouais. Bah voilà, donc. Et même ton bout de plan de travail. Oui, oui. Mais ça, c'est. dans le bout de plan de travail, je dirais bien, il n'y a pas de souci. Mais quand tu fais une entaille au centre d'un panneau, ça reste très, très pratique, c'est clair. Alors, évidemment, cet inciseur, il faut le régler. Il n'est pas réglé d'usine. Alors, souvent, on me demande, mais comment ça se fait? Pourquoi? Ben, simplement, je reviens toujours sur la même explication. Chaque scie est différente. On parle de dixièmes de millimètre, mais au niveau des éclats, les dixièmes sont importants. Donc, ça veut dire que d'origine, si je prends cette machine-là et j'en prends une autre au hasard, il se peut très bien que la lame soit légèrement décalée de quelques dixièmes parce qu'il y a un axe avec un empilage de trucs dessus, etc., des tolérances de fabrication, peu importe, mais il peut y avoir une petite différence. Donc, du coup, l'inciseur doit être très précisément réglé par rapport à la position de la lame. Donc, d'origine, quand vous achetez cette scie-là, l'inciseur est décalé à droite, assez fortement. Donc, si je prends la machine, je la mets sur un rail et je fais un test de coupe, je vais avoir un trait
de ma lame principale et le trait de l'inciseur qui va être décalé. Donc je vais commencer par mettre l'inciseur en face de ma lame principale.